Ok, alors merci. Tout d'abord, sachez que je suis très honorée d'être présente ici aujourd'hui pour donc vous présenter mon travail de thèse qui a été dirigé par Yves Besnard et Philippe Sarda à l'Université Paris-Saclay, donc à Orsay. Cette thèse, je l'ai soutenue en décembre dernier et a porté sur l'expression et l'âge de la déformation intraplaque au front d'un neurogène. Et donc, plus précisément, on s'intéressait à l'impact de la convergence de deux plaques lithosphériques sur le domaine intraplaque, à proximité même de la formation de l'orogène. Dans ce domaine intraplaque, l'expression de la déformation est assez diversifiée et on retrouve notamment du flambage lithosphérique ou même des réactivations de grandes structures crustales. Et puis, au sein de la couverture sédimentaire, on peut également retrouver des fractures telles que des diaclases ou des failles, que ce soit des failles inverses ou des failles décrochantes. Pour ce qui est de l'âge de la déformation, on peut utiliser la thermochronologie, qui est un outil qui permet, comme vous le savez, de remonter à l'histoire thermique des roches. Mais le problème de la thermochronologie réside dans le fait que si l'exhumation des reliefs est trop faible, eh bien les modèles de thermochro ne permettent pas forcément de mettre en évidence ce type d'événements géodynamiques. Et donc, on peut également s'intéresser aux enregistrements sédimentaires pour pouvoir dater l'âge de la déformation dans ces domaines. Et plus précisément, on peut s'intéresser à l'observation des discordances, que ce soit des discordances angulaires ou progressives, pour pouvoir dater des événements géodynamiques. Mais le problème, cette fois-ci, des enregistrements sédimentaires réside dans le fait que s'ils sont absents ou même partiellement absents, eh bien, il n'est pas évident d'obtenir un calendrier géodynamique précis du secteur d'étude. Et donc, si on a à la fois une exhumation faible des reliefs, ce qui est généralement le cas dans les domaines intraplaques, et que par ailleurs, on a un enregistrement sédimentaire absent ou partiellement absent, ce qui est également généralement le cas dans les domaines intraplaques, eh bien, il est extrêmement difficile, compliqué de mettre un âge sur des structures tectoniques qui pourtant, elles, sont bien visibles sur le terrain. Et donc, tout mon travail de thèse a consisté à essayer de répondre à la question suivante: quelle est la chronologie de la déformation associée à la formation d'un orogène dans le domaine intraplaque? Pour pouvoir répondre à cette question, on a réalisé une étude structurale au cours de laquelle on a mesuré énormément de plans de failles, des failles principalement inverses et décrochantes. Et le traitement de données associées à ces plans de failles a permis de remonter à des tenseurs de contraintes associés à des événements géodynamiques. Ces événements géodynamiques, on les a par la suite datés à partir d'une étude géochronologique et plus précisément à partir de la méthode de datation uranium-plomb sur carbonate au LICPMS, donc au spectromètre de masse, couplé à un système d'ablation laser. Cette méthode de datation, il faut savoir qu'elle est relativement récente, puisque la première étude date de 2014, et que par ailleurs, elle est développée à Orsay depuis 2018. Cette méthode de datation uranium-plomb, on l'a appliquée sur des calcites de faille, plus communément appelées des marches de calcite, et on s'est intéressé essentiellement aux calcites donc syntectoniques et monophasés, sur des plans de faille centimétriques amétriques. C'est-à-dire que obtenir l'âge de fermeture du système isotopique d'une calcite de faille nous permettait directement de remonter à l'âge même de l'activité de ce plan de faille. Et donc, en datant différentes calcites de faille sur différents plans de faille, on pouvait comme cela remonter à l'âge d'un événement géodynamique régional. On a réalisé cette étude, donc le couplage géologie structurale et géochronologie, sur le domaine intraplaque nord-oriental pyrénéen, donc entre le sud du Massif central et le chevauchement frontal nord-pyrénéen. Et ce secteur d'étude, on l'a divisé en 3 sous-ensembles, avec du nord au sud la région des Grands Causses, entre les Cévennes et le Rouergue, la région du Languedoc, au nord du golfe du Lion, et puis les Corbières, entre la Montagne Noire et le chevauchement frontal nord-pyrénéen. Avant de vous présenter les résultats associés à ces différents secteurs, je vais rapidement vous présenter l'histoire géodynamique des Pyrénées pour pouvoir par la suite donc discuter des résultats obtenus sur mon secteur d'études. Donc l'histoire géodynamique des Pyrénées, on l'a fait commencer ici à 100 millions d'années, puisqu'on sait qu'à cette époque-là, à l'emplacement actuel des Pyrénées, on avait l'ouverture de grands bassins, les bassins dits pyrénéens. Et à partir du Crétacé supérieur, on va avoir l'inversion de ces bassins pyrénéens associés directement à la remontée de la plaque Afrique vers le nord. Et cette inversion de ces bassins va se faire en 2 grands événements géodynamiques distincts. Un premier au Crétacé supérieur, donc qui commence à peu près 84 millions d'années,
Puis ensuite, on a une quiescence tectonique au Paléocène. Et on a une grande phase de déformation, la phase dite pyrénienne, au cours de l'Éocène, avec notamment un paroxysme d'exhumation à l'Éocène terminal, au Bartonien triagonal. L'histoire géodynamique des Pyrénées se poursuit ensuite à l'Oligocène, où à ce moment-là, on a la convergence des plaques ibériques et eurasiatiques qui est encore en place au niveau du domaine occidental des Pyrénées. Mais le domaine oriental, lui, va subir une autre histoire qui va être associée cette fois-ci au retrait du Slave de l'océan Téthys vers le sud-est. Et cela va engendrer une grande phase extensive au niveau du golfe du Lion et donc du Languedoc. Enfin, l'histoire se termine au Miocène, puisqu'on sait que la convergence des plaques ibériques et eurasiatiques est censée être terminée au début du Miocène. Néanmoins, certaines études ont montré qu'on a la formation de surfaces dites perchées, qui sont des surfaces d'érosion actuellement préservées à haute altitude et dont l'origine est encore assez mal comprise. Et ces surfaces perchées se sont formées au Miocène. Je vais maintenant donc vous présenter les résultats concernant mon travail de thèse, en commençant par les résultats associés à la région des Grands Causses. Et donc ici, vous voyez les différents âges d'uranium-plomb obtenus sur différentes calcites de faille dans la région, avec donc le point central qui correspond à l'âge central de la calcite de faille et son incertitude. Donc, dans la région des Causses, on constate qu'on a une déformation qui semble extrêmement longue et continue dans le temps de toute la couverture sédimentaire de la région, et ce, tout au long de la formation de l'orogène pyrénéen. Par ailleurs, l'étude structurale associée montre qu'on a une orientation de la contrainte principale maximale qui est globalement nord-sud dans l'ensemble de la région des Causses. Donc, ce résultat est assez nouveau dans le sens où on montre qu'on a une déformation de la couverture sédimentaire qui se fait réellement tout au long de la formation de l'orogène, contrairement à ce qui avait été dit auparavant, où on associait finalement l'ensemble des structures compressives présentes dans les Causses, essentiellement à l'Éocène terminal au moment du paroxysme orogénique des Pyrénées. Voici les résultats concernant le Languedoc. Donc, de la même manière, vous avez les différents âges d'uranium-plomb obtenus dans cette région. Et parmi eux, on a deux âges qui sont datés à l'Albien, à peu près 100 millions d'années. Et ces âges sont associés à des calcites de faille qui ont été échantillonnés sur le faisceau de faille des Cévennes, donc une grande structure quand même géologique de la France, puisqu'elle mesure près de 200 km de long entre le Languedoc et les Alpes. Donc ce résultat montre finalement qu'on a une activité du faisceau de faille des Cévennes à l'Albien au moment de l'ouverture des bassins pyrénéens. Et c'est assez nouveau dans le sens où on n'avait jamais mis en évidence une activité de ce faisceau de faille à cette époque-là. Par ailleurs, l'étude structurale réalisée en parallèle de cette étude géochronologique montre que la faille des Cévennes aurait joué avec un jeu sénestre à cette époque-là. D'autres calcites de faille obtenus à la fois sur le faisceau de faille des Cévennes, mais également à proximité dans la couverture sédimentaire, ont obtenu des âges à l'Éocène tout au long de la phase pyrénéenne, donc entre le Paléocène et l'Éocène terminal. Et ces résultats sont intéressants puisqu'ils permettent de mettre un âge sur l'activité de la faille des Cévennes au moment de la convergence des plaques ibériques et eurasiatiques, puisqu'on savait qu'elle avait joué à cette époque-là, mais on ne savait pas exactement quand. Et donc là, on montre qu'elle a été active au moins tout au long de la phase pyrénéenne. Enfin, pour ce qui est des résultats concernant les Corbières, donc c'est la région qui est la plus proche du front de chaîne. Donc ici sont de la même manière représentés les différents âges d'uranium-plomb avec leur incertitude. Et parmi eux, on a échantillonné une calcite de faille. Donc pour ceux qui connaissent la région des Corbières, c'est une calcite de faille qui a été récupérée dans la grotte du duplex du chaînon de la Grasse, qui est une grande structure tectonique. Et donc, à partir de là, cette calcite de faille a obtenu un âge lutétien. Et cet âge montre donc qu'on a la formation de cette grande structure tectonique à cette époque-là. Par ailleurs, d'autres calcites de faille ont également obtenu un âge holutétien dans la région des Corbières. Et donc, on montre que on a une déformation de la couverture sédimentaire à cette époque-là.
l'étude structurale associée, réalisée en parallèle de cette étude géochronologique montre qu'on a une orientation de la contrainte principale qui est globalement nord-ouest-sud-est, ce qui est cohérent avec la localisation des corbières, puisque cette région se situe dans une zone de transfert entre le domaine pyrénéen et le domaine Languedoc-Provence. Enfin, dernier résultat intéressant concernant la région des corbières, ce sont 5 calcites de faille qui ont été échantillonnés à différents endroits dans cette région, donc que ce soit au niveau de la montagne d'Alaric au nord, au niveau du front nord du massif du Moutoumé, ou encore au sud du chevauchement frontal nord-pyrénéen. Et ces calcites de faille ont obtenu un âge à la transition languien-burdigalien, donc il y a à peu près 16 millions d'années, ce qui montre qu'on a une déformation au moins régionale de la couverture sédimentaire. Par ailleurs, cette déformation, elle est associée à une contrainte principale maximale qui est nord-est-sud-ouest dans la région, donc clairement perpendiculaire à la contrainte principale maximale au moment de la phase pyrénéenne. On a donc essayé de mettre en perspective cet événement géodynamique à l'échelle des Pyrénées, mais également à l'échelle de la géodynamique méditerranéenne. Et pour ce qui est des Pyrénées, on a constaté qu'une étude, celle de O'Haraud et al. En 2020, a mis en évidence une phase de déformation sur le flanc sud des Pyrénées, de même âge, exactement de même âge, à peu près 16 millions d'années. Et par ailleurs, on a, comme je vous l'ai dit au début de cette présentation, la formation de surfaces perchées au Miocène. Et certaines études de thermochronologie ont également mis en évidence une phase d'exhumation de l'orogène à certains endroits. Et donc, nous pensons que l'ensemble de ces faits géologiques, que ce soit la déformation horizontale, présente sur le flanc nord et sur le flanc sud, et la déformation verticale, présente à partir des données thermochro et des surfaces perchées, l'ensemble de ces faits géologiques serait finalement associé à un seul et même événement géodynamique, à l'origine de la réactivation de l'entièreté de l'orogène pyrénéen, bien que la convergence des plaques ibériques et eurasiatiques est censée être terminée depuis le début du Miocène. En guise de conclusion, mon travail de thèse, qui est finalement une combinaison entre la géologie structurale et la géochronologie, a permis de mettre à jour un calendrier géodynamique du domaine intraplaque nord-oriental pyrénéen, et ce en précisant l'âge des événements géodynamiques déjà connus et en mettant en évidence de nouvelles phases de déformation dans ce domaine. Voilà, je vous remercie. Merci Oriane. Est-ce qu'il y a quelques questions? Oui. Tu parles haut et fort, Camille. Bonjour. Alors j'ai une petite question. Je ne connaissais pas du tout les calcites de faille. Et comment vous êtes sûr que ces calcites de faille se forment tout de suite après l'événement de déformation? Et est-ce que vous pouvez contrôler ça ou pas? Et est-ce que ça arrive que se forment bien plus tard? Alors, les calcites de faille, elles se forment du coup au moment même de l'activité du plan de faille. Et ça se voit grâce aux stries qui sont présentes sur justement ces calcites. Ici, par exemple, on a une calcite de faille. Et sur cette photo, on voit qu'il y a des stries qui apparaissent. Et ces stries-là sont clairement le marqueur de l'activité même du plan de faille au moment de la cristallisation de la calcite. Donc, c'est une sorte de marqueur qui montre une activité contemporaine du flux. Sur les calcites qui portent plusieurs stries, un jeu polyphasé, qu'est-ce que tu mesures? La dernière phase? On a essayé de ne pas du tout s'intéresser justement au plan de faille polyphasé pour éviter justement. Quand ça se fait, tu n'as pas essayé, tu n'as pas regardé? On n'a pas eu le temps d'essayer de dater les différentes phases, les différentes stries sur un plan de faille polyphasé. Mais ça peut être quelque chose à faire. Une petite dernière question. Il y a une région importante au sud de la Sahel centrale, c'est la montagne Noire. Pourquoi vous n'avez pas étudié la montagne Noire? Vous avez étudié Moutoumé, Corbière, les montagnes noires sont encore plus importantes, il y a une de charriage, etc. Merci.
Alors, pour ce qui est du Moutoumé, on s'est intéressé essentiellement au front nord du Moutoumé, donc vraiment dans la couverture sédimentaire. Et au cours de ma thèse, on ne s'est pas du tout intéressé au socle, mais vraiment à la couverture sédimentaire du Trias Je parle de la montagne noire. qui n'est pas paléozoïque. Si. Si? Ouais. Du coup, on ne s'est pas intéressé au socle. Il y a comment dire, les nappes paléozoïques, mais l'orogenèse est plus tardive. Oui. Vous n'êtes pas intéressé à cette région-là? Non. C'est au sud des Grands Causes. Oui. Ok. Oui.